Bonjour à tous et bienvenue sur le Game Plan épisode 16. Ça avance, je dis jamais le numéro d'épisode. Bref, on est là pour discuter du main event du peuple, le co-main event de l'UFC de ce week-end. Ce sera entre Charles Oliveira et Beneil Dariush. Je suis comme d'habitude avec Brian. Brian, comment vas-tu? En forme. Ça n'a pas changé depuis trois quarts d'heure Ouais. parce qu'on vient d'enregistrer Imavov contre Curtis. Et John qui est réapparu, comment vas-tu? Super bien, super bien. Salut à tous. Désolé, je prenais juste les notes comme ça, on était vraiment bien, on est au top. Et là, elles sont prêtes. Eh ben, maintenant qu'on est tous prêts, je vais d'abord lancer ce que j'ai préenregistré pour le contexte avec les stats et les palmarès. Maintenant, un combat avec une énorme importance chez les lightweights, le combat entre l'ancien champion Charles Do Bronx Oliveira qui rencontre Beneil Dariush. Le Brésilien, l'ancien champion Charles Oliveira, est toujours le numéro 1 des contenders chez les moins de 70 kg. Beneil Dariush, sur sa longue et belle série de victoires, est numéro 4. Autant vous dire que le vainqueur de ce combat aura fort probablement son title shot. Certainement si c'est Beneil Dariush, fort probablement si c'est Charles Oliveira. Le Brésilien, longue expérience professionnelle, 33 victoires pour 9 défaites, dont la plupart des combats ont eu lieu à l'UFC, donc au plus haut niveau. 21 victoires pour 9 défaites dans cette promotion, et en termes de KO, de soumission et de décision, c'est ultra impressionnant. 9 victoires par KO, 21 par soumission et seulement 3 à la décision. Le Brésilien est âgé de 33 ans, au même titre que son adversaire de ce samedi. Ce sera le main event du peuple qui sera le co-main event de ce pay-per-view. Sur les 5 derniers combats de Charles Oliveira, c'est très simple, c'était son title run. Tony Ferguson, il l'emporte à la décision unanime. Il obtient grâce à cela le combat pour le titre vacant, laissé vacant par Khabib Nurmagomedov. Il gagne ce titre vacant dans un combat engagé face à Michael Chandler. Il le finalise dans la deuxième reprise. Il défend ensuite son titre contre Dustin Poirier en le soumettant dans la troisième reprise. Et finalement, dans un banger de un seul round contre Justin Gaethje, il le finit par étranglement arrière dans la toute première reprise. Ensuite, c'était sa défense contre Makhachev. Malheureusement pour lui, Makhachev, c'était trop pour lui. Makhachev l'a soumis dans la deuxième reprise et il a donc perdu son titre. C'est son combat retour en tant que contender et face à lui un gros challenge. Beneil Dariush, c'est un palmarès de 22 victoires pour 4 défaites et une égalité. Lui aussi, une longue partie de sa carrière a eu lieu à l'UFC puisqu'il affiche un palmarès de 16 victoires pour ses 4 défaites et son égalité au sein de la promotion. 5 victoires par KO, 8 victoires par soumission, 9 victoires à la décision, quelqu'un de très très complet. Ses 5 derniers combats, c'est 5 victoires d'affilée. Drakkar Klose par KO dans la deuxième reprise, Scott Holtzman par KO dans la première reprise, un Fight of the Night absolument extraordinaire contre Carlos Diego Ferreira, décision partagée qu'il remporte. Ensuite, il domine Tony Ferguson dans une décision unanime et puis de très très belles adaptations dans un combat très compliqué face au prospect Mateusz Gamrot pour clôturer sa très belle série de victoires en cours de 8 d'affilée. On se retrouve maintenant avec Brian et Jonathan pour analyser ce combat dans les moindres détails. Et nous sommes de retour. Pour nous, ça fait bizarre parce qu'il n'y a qu'une seconde entre les deux. John, tu as fait énormément de recherches, tu as fait beaucoup, tu as regardé, enfin, tu as bouffé du contenu, on peut dire ça comme ça, beaucoup d'interviews. Est-ce que tu peux nous Mhm. donner un peu de contexte autour du combat sur les points les plus importants que tu as soulignés? Ouais. Alors, pour le contexte, en fait, ce combat, c'est un des combats, je crois, qui m'intéresse le plus de toute l'année. Je crois que tant pour, enfin, surtout pour les fans, parce que je sais que Beneil Dariush n'a pas énormément de fanbase. Charles Oliveira, on peut en parler. Je trouve ça un petit peu triste d'ailleurs, parce que pour donner un contexte, donc Charles Oliveira était il avait gagné 11 combats d'affilée avec des combats qui étaient spectaculaires. On se rappelle de Justin Gaethje, de Dustin Poirier, enfin un petit peu tout le monde, et puis il se retrouve contre Makhachev, où pour moi il y a deux choses. Makhachev est dans un jour incroyable, il fait une performance incroyable, et Oliveira, j'ai l'impression qu'il était vraiment passé à côté de son combat. Et depuis ce jour-là, on voit qu'en fait il y a vraiment sa hype qui est descendue et je comprends pas trop pourquoi. Parce qu'au final,
perdre contre Makhachev, bah, je crois que la majorité des gens le font, sauf une personne et en tout début de carrière du UFC. Donc, peut-être que c'était la forme, mais je trouve que avoir un run aussi incroyable et perdre autant de hype, je comprends pas trop. Et de l'autre côté, on a Dariush qui lui aussi est sur un run incroyable. Lui, il est maintenant sur 8 victoires. Il devait aussi se battre contre Makhachev, mais il a été blessé. Donc pendant 1 an et demi, il était en convalescence, à peu près un petit peu moins d'1 an et demi. Il devait se battre, il avait été blessé, il a dû subir une opération. Et donc maintenant, on va enfin avoir ce combat entre les deux. C'est un combat qui va être décisif. Normalement, ça devrait être un title shot. Donc c'est-à-dire que le champion, enfin le gagnant devrait se battre contre le champion. Et c'est pourquoi est-ce que c'est un combat si intéressant? C'est qu'en fait, ils sont extrêmement complets tous les deux à tous les niveaux. C'est-à-dire, ils frappent extrêmement fort, ils sont bons au sol. Et moi, je pense que ça va être un combat qui va être vraiment super intéressant. Mais bon, on en parlera un petit peu plus tard. J'ai un petit peu peur pour Charles Oliveira. Et bon, on rentrera un peu plus dans les détails un peu plus tard. On en parlait hors antenne avec Brian avant que tu te réveilles, avant que tu arrives. Il y a quelque chose qui nous déçoit tous les deux et on va prendre ton avis aussi. Comme ça permet aussi aux auditeurs de savoir de quoi on parle parce que les auditeurs n'étaient pas là non plus hors antenne. Le combat est Mhm, prévu sur 3 rounds. Ce qui mhm, nous déçoit énormément puisqu'on parle d'implication pour le titre sur la suite. Charles mhm, Oliveira, en soi, on n'a pas besoin de le voir sur 5 rounds, même si ce serait intéressant de le voir sur le 4e et 5e round si ça arrive, parce que c'est surtout ces combats prévus en 5 rounds, il n'est pas arrivé au 4e round. Mais mhm, donc on connaît Charles Oliveira, on sait comment il aborde le combat, que ce soit sur 3 rounds ou sur 5 rounds, c'est la même chose, c'est ultra intensif dès le début. Par contre, Beneil mhm. Dariush, on n'en a aucune idée. On n'a aucune idée de comment il pourrait aborder un combat sur 5 rounds. Et moi, j'ai toujours dit ça, c'est un désavantage quand ton premier combat en 5 rounds, c'est pour le titre. Moi, j'aime bien voir les athlètes performer sur 5 rounds avant d'avoir un title shot. Est-ce que toi aussi, tu es déçu sur le fait que c'est prévu sur 3 rounds au lieu de 5? Moi aussi, je suis un petit peu déçu du fait que ce soit pas en 5 rounds. Enfin, même très déçu. Mais pour être sincère, j'ai pas l'impression que ça arrivera même jusqu'au troisième round. Bon, là, on s'avance déjà un petit peu sur les pronos. Mais en fait, je crois qu'il y a deux éléments qui vont être décisifs dans ce combat. C'est la partie mentale de Oliveira. J'espère d'ailleurs, et j'ai même un petit stress par rapport au fait de. Enfin, je me demande s'il arrivera à faire son weight cut ou pas. On se rappelle des images, enfin, je sais pas si vous les aviez vues, mais il y a eu des images qui étaient ultra impressionnantes, moi qui me donnaient des frissons. On voyait toute son équipe qui était autour de lui et lui qui était au sol en train de mourir. Et donc, on sait qu'il a déjà raté. Bon, il y a eu une polémique s'il l'a raté ou pas une première fois, ce qui lui avait coûté sa ceinture. Il n'avait pas perdu, mais c'était pas un combat pour la ceinture, ce qui était un peu spécial. La deuxième fois, il a souffert énormément, et là, c'est la troisième fois. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué, on le sait avec le temps. Et là, j'espère que ça va pas avoir d'impact sur ce combat-là, parce que j'aimerais vraiment bien le voir, mais je sens vraiment pas mal de fébrilité d'un point de vue mental. J'ai l'impression que lorsqu'il perdait au début, il avait vraiment pas mal de difficultés. Il était vraiment beaucoup plus en yo-yo, mais par contre, un moment où il a trouvé son style et ce qu'il fallait qu'il fasse, etc., ça a été incroyable. Il disait même qu'il était illuminado, donc il était illuminé par Dieu, etc. Et là, j'ai l'impression que comme il a perdu cette aura, qu'il sent qu'il y a moins de personnes qui sont derrière lui, etc., ça peut affecter le combat. J'espère pas. C'est à ce moment-là qu'on voit qui sont les vrais champions. Mais j'aimerais vraiment voir un combat exceptionnel. J'espère que ça va pas trop affecter le combat. Alors, 2 points sur lesquels moi je veux rebondir. Le premier, c'est voilà, que ça dure les 15 minutes ou que ça finisse avant, c'est plus sur la façon d'approcher le combat, tu vois. Même si on Mhm. part du principe que ça dure pas les 3 rounds, ça aurait été intéressant de voir comment Beneil Dariush aborde un combat qui est prévu sur 5 rounds, tu vois. Ça donne quand même des indicateurs sur sa stratégie, son état d'esprit sur ce genre de combat de championnat. Et le deuxième point, c'est, voilà, Brian en parle souvent. On a entendu, je pense que c'était Daniel Cormier qui disait que quand tu es champion, tu prends 20% de confiance en toi et donc de skills. Brian parle plus d'un statut. C'est pas spécialement le statut, enfin, champion, c'est un statut, mais signer à l'UFC peut aussi te permettre de
de monter tes compétences ou en tout cas ta confiance dans la cage te permet de mieux exprimer ce que tu es capable de faire à l'entraînement, par exemple. Et donc, effectivement, ici, ça va être intéressant de voir à quoi ressemble un Charles Oliveira qui a perdu sa ceinture. Parce que Charles Oliveira, pas champion, on l'a déjà vu. Charles Oliveira dans une montée vers le titre, on l'a déjà vu. Charles Oliveira qui n'a plus sa ceinture alors qu'il a été champion, on l'a déjà vu à cause de ce que tu disais. J'avais complètement oublié ce truc avec. C'était Justin Gaethje, hein. Il rate la pesée Ouais, contre Justin ouais, c'était Gaethje, Gaethje. donc il perd la ceinture et puis finalement le combat d'après, il dispute la ceinture vacante. Il n'est pas en mode je défends ma ceinture, mais ça c'est du détail. Ici, il a perdu sa ceinture euh, à la légitime quoi, contre Makhachev et ça va être intéressant de voir euh, s'il prend. Parce qu'on a déjà souvent vu ça. Hein. Tu as des champions qui perdent leur ceinture et puis ils partent aux oubliettes. Hein, on pense notamment à Garbrandt. Et tu as des champions qui perdent leur ceinture et qui reviennent encore plus fort. Donc ça va être intéressant de voir Ouais. quelle route il prend. Je propose qu'on part sur la structure classique maintenant des game plans. Donc je vais partir vers chez toi, Brian. Mhm. Brian, on va peut-être parler du combattant que les gens connaissent moins, comme John l'a souligné, Dariush marketing zéro, ce qui fait que les fans ont potentiellement vu que son dernier combat contre Mateusz Gamrot, peut-être celui contre Tony Ferguson parce que Tony Ferguson, Ouais. pas parce que Beneil Dariush. Donc qu'est-ce que tu peux dire sur lui, ses forces, ses faiblesses, son profil de combattant? Alors, Benel Dariush, donc, profil de combattant. Donc, j'aime bien parler un petit peu déjà de son profil. Donc, c'est un gaucher, une expérience en lutte surtout. Il a commencé par la lutte. Très bon lutteur, excellent grappleur aussi. Euh, Excellent grappleur, mais un grappleur vraiment de. On sent qu'il vient de la lutte. Vraiment, il recherche les contrôles, cherche les positions. Il a énormément progressé en striking aussi. Il s'entraîne au Kings MMA sous Mhm. Cordero. Alors ceux qui ne connaissent pas ce coach, hein, c'est un magicien en tout cas en termes de striking. On a vu des évolutions de combattants incroyables sur ce compartiment-là et des comment on pourrait appeler ça, des mecs qui sont partis de chez Cordero et le striking a complètement chuté aussi. Donc c'est un combattant complet qui est sur pas mal de victoires. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mettent, comment dire ça, malgré le fait qu'il soit pas «marketable» entre guillemets, hem, beaucoup de gens le voient comme un vrai problème et avec une très, très belle évolution. Ils parient pas mal dessus. Hem, mais on va dire qu'il est pas non plus très impressionnant, tu vois? Et alors sur son run, parce qu'on a parlé de son run, heu, il a pas tant combattu que ça et pas du top ces derniers temps, à la différence de Charles Oliveira, tu vois? Donc vous pouvez me dire: «Ouais, Mateusz Gamrot et tout», mais ça reste quand même, de l'entrée, c'est pas du top 3, top 3, top 4, top 5 et cetera. Donc sur ces derniers combats, on a eu Holzman qui, je sais pas s'il est encore à l'UFC d'ailleurs. Heu Il est plus depuis sa dernière défaite. Ouais, c'est ça, hein. Holzman qui a été cut, Diego Ferreira qui a un top 20, top 15 qui est plutôt bon, qui avait fait une split. Il y a eu Tony Ferguson qui était en chute et Mateusz Gamrot où il nous fait un très très bon combat. Mais Mateusz, il est quoi, top 15 là pour l'instant? Ouais, top 10 Top 10 ancré maintenant? maintenant. Ouais. Top Mhm. 10. Alors sur Mateusz Gamrot, on attendait vraiment. Gamrot était fort attendu, hein. Je sais plus si on avait fait l'analyse sur ce combat-là. Non, Mhm. j'étais encore avec la sueur pour ce combat-là. Ah, c'est ça, mais on l'a peut-être fait ensemble. À Hors côté, antenne. hors antenne, ouais, ouais, ouais. Et il nous fait une très très belle décision. Une grosse évolution en striking, hein. Ça, je l'ai déjà dit, parce qu'il a eu des défaites hein, sur ce plan-là aussi. Ouais. Un combattant qui vient pour. Qui est généreux, je trouve. Malgré le fait Mhm. que ses combats soient pas des plus spectaculaires en soi, mais je pense que les connaisseurs aiment le voir combattre parce qu'il reste très généreux. Je pense Ouais. que pour rebondir sur ce que tu disais, John, sur la hype qui a été perdue par Oliveira, je pense qu'on a une bonne partie de fans qui se hype sur ce que représente un combattant, plutôt que sur ses compétences, qualités, ce genre de choses. Donc, on va dire que physiquement, Oliveira, cheveux blancs, ils aiment bien dire: «Oh, il a trop de flow», ce genre de trucs comme ça, vous voyez un petit peu? On a beaucoup Mhm. de fans Mhm. qui ont kiffé
le flow de Oliveira et qui kiffe un petit peu moins le côté daron de Beneil Dariush, quoi. Voilà, voilà. Mais en tout cas, en termes de compétences, il est extrêmement bon. En termes de game plan, même s'il est très généreux, je trouve qu'il gère plutôt bien à suivre les game plans, aller où il souhaite aller, quoi. Voilà, voilà. Ouais, moi, pour rebondir là-dessus, parce que c'est pile le bon moment, c'est un mot que j'utilise trop pendant les podcasts, il faut que je trouve des synonymes à rebondir. Mais son côté d'adaptation en combat, je la trouve très bonne. Il a une certaine lucidité dans le fight, il a une bonne expérience de combat, on a l'impression qu'il apprend à chaque échéance. Et contre Gamrot, pour moi, c'est ultra marqué la différence de à quel point c'était compétitif le premier round et à quel point il a pris le large sur le 2 et le 3. Il a fait des bonnes adaptations stratégiques de pas vouloir aller au scramble contre Gamrot, de plutôt chercher à désengager et ça a fait toute la différence sur le deuxième et le troisième round. Personnellement, j'ai pas trop à ajouter sur tout ce que tu as dit. Brian, tu as fait un J'ai très bon profil pour Benil Dariush. Ah, toi, tu as un quelque petit chose à truc à ajouter sur rajouter, Kamen. Pardon, on avait vas-y. parlé avant, sur son cardio. Et je suis en train de penser à ça. Donc tu disais comme ça que, hors antenne, que son cardio, il avait l'impression au bout de 30 secondes qu'il était cuit, mais qu'il était capable de pouvoir tenir fatigué en fait. Une sorte d'endurance, Mhm. une fois passé il y en a qui parlent de second souffle comme ça, mais on l'a vu contre Gamrot, au moment où il se relève, il envoie les premières frappes qu'il envoie, on dit oh là là, il est complètement cramé, on dirait. Et en fait, il est capable de rentrer dans du grind comme ça, on appelle ça du grind, à travailler, travailler. Et ça me faisait penser au synchrone où je trouvais ça décevant et je trouvais ça décevant qu'on n'a aucune information sur Beneil Dariush. Et je me disais, est-ce que il est pas conscient que synchrone, ça risque d'être difficile pour lui, Mhm. le 4, le 5, tu vois, Ouais. et qu'il a besoin un petit peu de temps. Moi, je disais, est-ce qu'il a vraiment envie d'être champion? Là, tu demandes un synchrone sur ce combat-là, quoi. C'est quoi cette histoire-là, tu vois? Tu prépares ton combat pour le titre, tu vois? Mais est-ce que derrière, ce cardio risque pas de chuter à partir du 4 et 5? Est-ce que c'est pas quelque chose qui l'inquiète, quoi? Ouais, c'est possible. Et du coup, j'irais peut-être pas jusqu'à dire il a peut-être pas envie du title shot, mais peut-être qu'il a envie d'obtenir le title shot en prenant le moins de risques possible. Oui, Et si on aussi. part du principe que voilà, s'il considère qu'il a plus de chances de gagner sur un 3 rounds que sur un 5 rounds, je peux concevoir qu'il cherche pas à avoir ce 5 rounds, qu'il prend le 3 rounds et qu'il se dit ouais, quand ce sera vraiment utile de faire un 5 rounds, donc pour une ceinture, je le ferai. En fait, il me fait penser un peu à mon frère avec l'alcool, tu vois. Genre, mon frère avec l'alcool, après 2 bières, il est bourré, mais après, il est capable de t'en boire 30 derrière, tu vois. Donc, Darius, c'est un peu mon frère, mais en cardio, tu vois. Il est fatigué après Ah, 30 secondes, mais il est capable d'être performant sur les 14 minutes et 30 secondes qui restent derrière. Maintenant, à voir si les 2 dernières rounds, c'est pas les bières de trop, tu vois. mmh, mmh mh. Moi, John, vas-y. je pense que, enfin, il y a plein de choses à rajouter, enfin, pour moi, que j'aimerais rajouter. Un, c'est d'un point de vue défensif. Je trouve que les deux ont un petit peu le même souci. J'ai l'impression que offensivement, c'est super intéressant. Et je suis impatient de voir aussi les transitions parce qu'on se rappelle des transitions qu'il y avait avec Gamrot. Je trouve que c'était vraiment fluide. Peut-être pas le flow du style, mais en tant que daron, c'était incroyable. Je trouve tout ce qu'il faisait avec Gamrot. Et deuxièmement, je pense pas que ce soit lui qui ait refusé les 5 rounds. Et je vais expliquer pourquoi. C'est vraiment un gars qui refuse rien du tout. À chaque fois, il veut se battre, il dit contre n'importe qui, et il peut même revenir en arrière et prendre des gars que tout le monde s'en fout. Et l'UFC lui a vraiment pas mis la trajectoire facile pour arriver jusqu'au titre. Et j'ai plus l'impression que l'UFC s'est dit, on sait que Oliveira, d'ailleurs même lui, on est super conscient, il a dit, je sais que Oliveira va venir comme une balle et va m'inonder d'informations et essayer de rentrer dans le combat de cette manière-là. Donc, à mon avis, ils essayent de faire un highlight et ils se sont dit, plutôt que de faire un truc sur 5 rounds où ils se préservent plus, on va essayer de build up quelque chose sur 3 rounds. Et je pense que Oliveira voulait avoir 3 rounds où il peut vraiment y aller à fond dès le début et avoir ce style qui est beaucoup plus chaotique et qui peut être super intéressant pour les deux parce qu'en fait, lorsqu'il y a du rentre dedans,
c'est pas Dariush qui recule en fait. Dariush, on l'a vu à certains moments, il est prêt à y aller au point, il est prêt à y aller sur tous les combats. Et d'ailleurs, on se rappelle d'un retour, je me rappelle plus contre qui c'était, mais un Close. retour parmi les plus beaux. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, on se rappelle les échanges qu'il y avait eu, et c'est pas quelqu'un qui va se dire, ok, je fuis. Au contraire, je pense qu'il va essayer de s'adapter et de se dire, ok, je suis prêt à y aller et prêt à aller à faire une guerre. Et donc, c'est pour ça que je disais, je pense pas que ça va tenir jusqu'au 3e round. Sur, Ok, sur ouais, le, mais sur le vas-y, chemin Brian. pas facile pour l'UFC, je pense pas que c'est l'UFC, je pense que c'est Ali Abdelaziz qui est derrière. Et je suis pas d'accord de dire qu'il a pas eu facile, il a quand même été depuis ses 2 défaites, toujours favori sur ses combats. Euh, Toujours léger favori, modéré favori, sauf contre Gamrot. Et je pense, non pas que l'UFC lui a donné des combats faciles pour autant, mais je pense que Ali a très très bien sélectionné comme il sait le faire, proposé des adversaires qui lui permettaient de pouvoir enchaîner ses victoires. D'ailleurs, il y Moi, avait une stat très intéressante. Benil Dariush, en tant que underdog, il a 6 victoires, 2 défaites, par Mais contre, il était dans sa carrière underdog UFC. dans toute sa carrière, mais depuis ses 2 Oui, toute sa défaites. carrière Ah ouais, ouais. UFC, Mais depuis ses il a 2 été défaites donc 8 d'affilée, fois. Ouais, c'est ça. si tu regardes bien, Thiago Moises, il était favori, Drew Dober favori, Frank Camacho favori, Drakkar Klose favori, Holtzman favori, Ferreira, Ferguson favori, et juste contre Gamrot où il était léger underdog. Mhm. ouais. Ouais, donc bien géré. Contre Gamrot, suite à l'annulation contre Makachev, tu vois. Où il Et aurait été underdog également. où il aurait été underdog. Mais bon, ça, tu vois, à un moment donné, il faut prendre les risques, tu vois ce que je veux Bien dire? sûr, Il bien faut sûr, prendre bien les sûr. risques. Et contre Gamrot, je pense qu'il jouait aussi sa place enfin, voilà, Dans le top 5. il fallait qu'il prouve, quoi. Mais Ouais. Moi, ce que je voulais dire par là, la seule chose que je voulais dire, je suis tout à fait d'accord sur le niveau. Je rebondis sur ouais, ce que tu disais, Brian. C'est vrai, il n'a pas pris de top 5. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que facilement, la carrière aurait pu être accélérée. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est l'antithèse de Fernand qui essaye de monter le plus rapidement. Lui, on dirait, on a essayé de le maintenir là en bas en disant on espère qu'il perde et qu'il n'ait pas un combat pour le ouais, mais titre. je Parce que pense que Ouais, c'est Ali, sincèrement, moi, hein. Moi, personnellement, je ouais. pense que c'est Ali Abdelaziz qui ouais. Et il a d'autres champions, c'est une catégorie qui est. Et je pense pas Mhm. que ce soit quelqu'un qui réclame, comme tu dis, tu vois. Et Ah mais non, il donc, en, réclame pas du tout. Ça, c'est sûr et stratégiquement, certain, je il pense réclame que pas du Ali, tout. après 2 défaites, il a fait un très très bon taf de management, par contre. Ouais, et en fait, c'est logique parce que Benil Dariush, c'est pas un début de carrière qu'il a à l'UFC. Là, il est déjà bien avancé dans sa Mm. carrière UFC. Et quand tu vois, je pense qu'il a même eu 3 défaites d'affilée. Brian, je sais pas si tu es sur Tapologie en même temps, Euh, mais il me semble que c'est 3 défaites qu'il a eu de suite. Attends, je vais vite non, aller vérifier 2, pour il a pas eu qu'on 2 dise victoires. Il y a eu avec Michael Chiesa. Barboza et Denham. Ah oui, non, ok, ouais, c'est ça. Chiesa, puis 2 victoires, puis Barboza, puis une égalité, Ouais. puis Hernandez. Donc ouais, c'est ça. Sur 3 combats, il n'a pas eu de victoire. Pardon. 3 combats d'affilée, il n'a pas de victoire parce qu'il a une défaite, une égalité, une défaite. Euh, Quand tu as ce genre de profil, tu peux plus vraiment jouer la carte de la propulsion vers le titre. En général, tu as besoin de ce qu'on appelle te reconstruire. Ouais, Charles Oliveira a eu pareil, hein, tu as vu le nombre de exactement. combats que Charles Oliveira a dû enchaîner pour Mhm. obtenir son title shot. Donc ici, effectivement, il a été reconstruit. Il a été reconstruit correctement par son manager sur des combats qui lui étaient favorables, même si voilà, je trouve que Carlos Diego Ferreira, au moment où ils se sont rencontrés, c'était quand même un combat compliqué. Il y avait d'autres options dans le top 15 qui auraient Oui, été peut-être, ouais. plus adaptées. Maintenant, moi, je vais revenir sur le chemin des profils. Donc, Benil Mhm. Dariush, j'aime bien ce que tu dis, John, sur le côté offensif très bon, défensif, beaucoup d'ouverture. Il se fait beaucoup toucher tout de Mhm. même. On le voit, il a ce côté un peu visuellement lent dans ses attaques debout, je trouve. Je trouve que ses frappes, on a l'impression que les rétractions sont pas rapides, que c'est pas spécialement explosif. Par contre, c'est lourd. Tu te fais toucher par ça, c'est un camion qui te rentre dedans. Mais voilà, quand il envoie un low kick, quand il envoie un middle kick, il est là pour se faire contrer. Si tu oses rentrer dans la boîte avec lui, il y a vraiment moyen de le toucher à l'échange. Donc voilà, sa responsabilité défensive est peut-être pas son attribut le plus ouf. Et ça me permet de faire une très bonne transition sur Charles Oliveira, qui pour moi est quelqu'un qui a un focus quasi que offensif. Pas pour dire que sa défense est mauvaise, mais son style de combat, c'est vraiment
je vais attaquer, je vais continuer d'attaquer. Si je me fais toucher, j'attaque quand même. Et à un moment, c'est l'autre qui va craquer. C'est un peu son mindset, selon moi, que ce soit debout ou au sol. Un point qu'on peut vraiment donner chez les deux, c'est, ouais, tu as très bien souligné, la lutte de Darius est très bonne. C'est sa base et son jeu au sol a été extrêmement bien amélioré. Il a un vrai niveau de ceinture noire. Charles Oliveira, c'est l'inverse. Il a un très bon sol de base, mais il a amélioré sa lutte au point d'avoir une lutte MMA intéressante. J'insiste sur le lutte MMA qui est intéressante. Il a un très bon timing. Et voilà, je pense qu'il rentre dans un combat en disant je vais attaquer, attaquer, attaquer. Je sais que ça laisse des ouvertures en contre, mais je vais les encaisser. Et donc c'est aussi un style qui repose un peu sur son menton. Maintenant, pour revenir, c'est pas pour autant que sa défense est mauvaise. Je me rappelle d'avoir fait l'analyse là-dessus, mais le crochet qui fait le début de la fin contre Chandler, quand il touche sur son crochet avant, Chandler, il a une position où un boxeur anglais va te dire là c'est un crochet parfait. Et c'est très rare de voir ça en MMA. Très souvent, tu vois des mecs qui envoient leur attaque et leur main qui n'attaque pas, elle n'est pas du tout au menton. Et si tu fais une pause au moment où le crochet de Charles Oliveira touche, tu vois les yeux de Charles Oliveira qui sont rivés sur sa cible et tu vois sa main défensive qui est vraiment ancrée sur son menton. Donc, tu disais, John, que Charles Oliveira est extrêmement puissant. Moi, j'ai une théorie là-dessus. C'est Parce la que technique. c'est Gaethje qui avait dit il frappe comme un fermier, ce paye. Ouais, je pense que c'est qu'il a une technique. Il y a une technique où il n'y a pas de perte d'énergie entre la force qu'il prend du sol et l'extension de sa frappe. Techniquement, il y a vraiment le transfert du corps qui se fait parfaitement, sans déchets. Et c'est pour ça qu'il frappe fort. C'est parce que la technique est au rendez-vous. C'est pas spécial. Je pense que physiquement, il a une bonne saisie, mais je pense pas qu'elle soit comparable à celle de Dariush, par exemple. Je pense que Dariush sera physiquement un peu plus fort. Brian, est-ce que Il tu a, as quelque chose à ajouter sur Charles Oliveira? Sur Charles Oliveira à rajouter sur tout cet aspect-là? Ouais. Non, pas réellement, pas réellement, hein. Je pense que j'ai vraiment hâte de voir. Je pense que, enfin voilà, on le sait, c'est un combattant qui est, je trouve, très difficile à pronostiquer. On s'en rappelle, hein, sur les combats, notamment contre Makhachev, et pas que nous, hein, mais tout le monde disait j'arrête de parier contre Mhm. Charles Oliveira parce qu'à chaque fois que je parie contre, et ben, c'est là où il nous fait un truc exceptionnel. On avait tous parié pour Oliveira contre Makhachev, c'est là où il nous a fait, où il est passé à côté de son combat. Et c'est un peu l'histoire de sa carrière, hein, d'avoir des variations comme ça. Donc effectivement, John, tu parlais de son mental. Euh, je pense que sur son dernier combat, cette question d'illumination, de sentir illuminé, c'est un énorme piège dans le sens où on pense qu'on a Dieu derrière nous et que quoi que l'on fasse, il va nous sauver d'un, d'un étranglement certain ou d'un chaos certain, entre guillemets. Et je pense que bah, là, peut-être qu'il va revenir les pieds sur terre, notamment sur cet aspect-là. Donc, donc je pense qu'on a un petit peu tout dit sur son style, hein. C'est un excellent, excellent grappleur, une lutte qui a évolué de dingue sur ses derniers combats et qui est excellente pour un Jiu-Jitsuka. Moi je trouve encore vraiment il a des adaptations incroyables. Excellent kickboxer, vraiment type Muay Thai. Brésilien, on pourrait dire Muay Thai brésilien dans le sens un peu l'équipe shoot et box où on va chercher les coups durs. Son principal défaut, comme tu as dit Chris, c'est que il semble avoir peu de défense, même s'il en a, mais c'est une défense in the pocket où on va encaisser les coups, mais ça va encore avec des gros gants ou en box taille où les frappes sont moins puissantes parce qu'on a le poids beaucoup plus en arrière, mais avec des gants de 4 Z, elle est beaucoup plus, elle est moins hermétique, quoi. Et donc des fois on pourrait s'attendre à un peu de désengagement, des retraits de buste, même si je crois qu'il en fait un peu de retrait de buste et tout. Et je pense qu'il tape quand il cherche à taper, il n'y a pas de construction derrière des jabs, derrière des frappes moins puissantes pour créer des ouvertures, excusez-moi. C'est vraiment pour taper, pour faire mal, vraiment dans cette mentalité que l'on retrouve dans les écoles brésiliennes, quoi. Mhm. Voilà, voilà. Sur ce que je John, je rajouterais. vas-y, rajouterais, j'ai l'impression que je tu as quelque chose rajouterais à quelques ajouter. petites choses.
Oui, quelques petites choses. La première, on a vu quand même un Oliveira qui s'est battu contre que des strikers récemment. À part Makhachev où il perd, les combats gagnés étaient contre les bons étaient contre des strikers. Je sais, on va me dire Chandler est bon en lutte. On va aussi dire que Gaethje a des avantages, mais vraiment le combat se faisait principalement debout parce qu'ils avaient tellement peur de Oliveira. Je pense Mhm. pas que Dariush va avoir peur d'Oliveira au sol. Ça, c'est parce qu'on se rappelle de certains moments où il se faisait connecter, il restait au sol pour pouvoir récupérer parce qu'il savait qu'ils n'allaient pas venir. Et Makhachev, qui n'avait pas peur, bah, c'est comme ça il a gagné au final. Donc Mhm. ça, c'est une première chose. Deuxième chose, j'ai, en fait, pour revenir sur ce qu'avait dit Geji, il avait dit le coup le plus fort que j'ai eu, c'était Oliveira. Et comme tu le dis, je pense qu'il a vraiment une super bonne technique, mais il arrive à avoir un bon timing et beaucoup de puissance. Et je pense qu'il a beaucoup de force, mais je suis d'accord avec toi. Je pense pas que c'est celui qui a le plus de force, mais sa technique est vraiment impeccable. Et au moment où il touche, il y a une précision incroyable. Enfin, ce que tu disais, je me rappelle d'ailleurs d'une de tes vidéos où tu montrais l'arrêt sur image du moment où il tape Chandler et c'était vraiment impressionnant. Mais je pense que c'est possible d'avoir autant de réussite parce que les gens ont peur de son sol. Ils ont peur d'avoir ça. Et je pense que Dariush ne va pas avoir peur d'aller au sol avec Oliveira. Et donc, je me demande si ça va créer autant de possibilités pour Oliveira. Deuxième chose, je pense que la clé pour Oliveira, on l'a déjà mentionné, ça va de vraiment aller vers l'avant. C'est-à-dire d'essayer de rendre le combat le plus sale possible et vraiment peut-être aller au clinch, parce qu'on sait que ce que disait Brian, d'être aussi près, c'est quelque chose où il est vraiment bon, on sait, avec les coudes, avec une variété ultra impressionnante de coups aussi. Je trouve que tout ce qu'il apporte, c'est vraiment... c'est très compliqué de se battre contre un gars comme ça, je trouve, parce qu'il est Mhm. vraiment pas du tout orthodoxe, et c'est ça qui le rend aussi attrayant, en fait. Et dernière chose, je me demande vraiment comment est-ce que il va arriver dans son combat, parce que on a oublié de le mentionner, mais ce combat a été postposé. Normalement, c'était le mois passé que ça devait avoir lieu, et il a été blessé. Et je me demande, je ne sais pas s'ils ont mentionné quelle était la blessure, je pense pas parce que sinon ce serait un avantage, mais je me demande si le problème c'était pas un problème mental. On a su que Oliveira avait eu une dépression et je pense que c'est ce que tu disais, Brian, c'est le fait que tu penses que tu es éliminé et alors que tu peux aller à travers tout, et au moment où tu réalises que ce n'est plus le cas, on l'a vu peut-être pas par éliminé par Dieu, mais par des combattants comme Ronda, où elle était invincible, et au moment qu'elle a vu qu'elle l'était, j'ai l'impression qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui s'est passé. C'est pas exactement la même chose avec Charles Oliveira, parce qu'il avait déjà perdu avant, mais je sens qu'il était dans une sorte de flow et d'énergie, avec une aura incroyable. On le voyait pendant les conférences de presse. C'était impressionnant comme il était sûr de lui, mais vraiment impressionnant. Et du coup, j'ai l'impression que cette fois-ci, euh, pour moi, le facteur qui va changer énormément de choses, ça va être comment est-ce qu'il arrive mentalement dans ce combat, en espérant qu'il réussisse à faire le weight cut. Et donc, j'ai l'impression que ce qui me rassure, parce qu'on a toujours parlé des choses qui sont plus compliquées, c'est qu'il a eu une vie vraiment extrêmement difficile. C'est quelqu'un qui a eu des moments compliqués. Donc, par exemple, quand il était enfant, il a eu une maladie qui faisait que normalement, il ne pouvait pas faire de sport. Et son histoire était incroyable avec l'oncle. On ne va pas raconter toute l'histoire, mais il vient de là. Il y a eu des moments difficiles avec le weight cut où il ne pouvait pas avoir la ceinture. Et donc là, maintenant, ce qui me rassure, c'est de me dire il est passé par des moments difficiles et il a montré qu'il pouvait y arriver. Et il était beaucoup critiqué avant pour le fait qu'il l'abandonnait rapidement. J'espère que dans ce combat, il va pas abandonner. Parce qu'il y a des moments, je pense qu'il va être mis dans le mal. Et j'espère que ça va, à ce moment-là, que le mental sera présent. Voilà. C'est clair qu'en début de carrière, on avait un peu ce narratif autour de Charles Oliveira qu'il abandonnait en combat. Il abandonnait aussi pendant ses cuts. Il a raté plusieurs fois la pesée. Ici, un petit truc aussi, c'est que c'est pas un combat pour le titre, donc il a droit à la tolérance. Ça paraît bête, mais Brian pourra en témoigner. Mhm. Cette tolérance,
ça peut faire une grosse différence dans un cut sur les dernières minutes et les dernières heures. Et juste aussi pour la comparaison Ronda et Charles Oliveira, je pense que la comparaison est bonne parce que dans la tête, c'est la même chose. C'est pas parce que Charles Oliveira avait perdu par le passé que ça change quoi que ce soit. Ronda Rousey se croyait invincible en mode je ne peux pas perdre. Charles Oliveira était peut-être en mode je ne peux plus perdre en disant ok, mais maintenant j'ai trouvé un nouveau style qui me rend invincible et maintenant il a un peu ce déclic de ah maintenant il y a quelqu'un qui m'a battu. On doit revenir dans un mindset de guerrier. On va passer aux odds parce qu'en général on en parle plus tôt. Ici c'est peut-être le bon moment d'en discuter. Charles Oliveira est underdog à 2,23. Benil Dariush est favori à 1,65. En termes de pourcentage, 2,23, ça se traduit par 45%, grosso modo. Et 1,65, ça se traduit par 61%, grosso modo. Donc on va s'aligner sur 40. Ouais, bah en fait, c'est quasi grosso modo comme Curtis contre Imavov quand on est sur du 41-59 à l'avantage de Benil Dariush. Brian, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Moi, j'aurais plutôt été sur un 65-35 pour Dariush. Ouh, waouh. Waouh. Ah ouais. Ah, Non, waouh, non, je ok, suis ok, content. ok. Non, mais En voyant l'interview, je t'avoue, je pensais que je pensais que tu n'étais pas d'accord avec le fait. J'avais mal interprété. Je pensais que tu n'étais pas d'accord avec le fait que Darius, je pensais qu'il allait gagner et rapidement. Et donc, c'est pour ça que je suis surpris, Ah mais ouais, c'est bien. mais 65-35, je le vois pas gagner rapidement, je le vois gagner à la décision, hein. Je le vois Ok, toi, et tu gagner. le tu vois à vois, la du décision. coup, Ah bien ouais, ouais. dominer les Je échanges. le vois prendre le 2 et 3, voire le 1, 2, 3, hein, ouais, clairement. Je le vois, Ok, je le vois pas gagner par finish. Et si je voulais, enfin si, je pourrais le voir gagner par finish, hein, mais tout est possible, hein. Un petit spinning back fist face à ça fait partie des trucs qui pourraient arriver. Au sol, une soumission après avoir connecté, ça pourrait être des choses qui arrivent, tu vois. Mais là, dans la tournure du combat, je, je serais le coin de Benel Darius, je parierais sur une victoire à la décision. Je lui dirais on va pour prendre les rounds, tout simplement. hmm. Et tu le vois, donc, question évidemment intéressée, tu le vois prendre les rounds plutôt sur une stratégie axée sur le pied-point ou en capitalisant sur sa lutte et son contrôle au sol? Ah, lutte contrôle au sol, ouais. Ok. Chercher les coups durs, chercher à connecter. Et, et voilà, on sait ce que recherche Charles Oliveira au sol. On sait sur quoi il travaille, tu vois. Et donc faire de l'anti-jiu-jitsu brésilien, je pense que Darius sait très très bien le faire et, Mhm. et l'emporter de cette manière-là. Je pense que ça va être la direction un peu la plus safe. La plus safe. Mhm. Eh ben, tu sais quoi, je vais d'abord passer par John avant de donner mon avis, puisqu'il risque d'aller à l'encontre des vôtres. On va voir. Ouais, moi je pense que non, je disais pareil. Je pense que Benil Darius, je le vois favori. Moi, je suis d'accord avec les cotes en fait. Je crois aussi que je le mettrais à 60%, peut-être pas 65, mais 60. Euh, et pour moi, par contre, je le vois finir. Je le vois vraiment connecter à un moment donné et puis finir au sol. C'est vraiment ce que je vois et je vois ça au deuxième. Comme Makachev, quoi. Comme Le Makachev, remake ouais. de Makachev. Voilà, sauf que, en fait, c'est dommage qu'on ne peut pas faire cette vidéo vendredi parce que j'aurais vraiment voulu voir la pesée, voir certains moments importants. Par exemple, on a pas mal d'informations quand on voit le countdown de l'UFC. C'est super intéressant de voir dans quel mode est-ce qu'ils sont. Et j'ai l'impression ouais, que Darius, il transpire la certitude, quoi. C'est impressionnant comme il a l'allure de... Mais sans se vanter, il est juste extrêmement sûr de lui et lui-même dit qu'il va le terminer et je le crois. Donc voilà, c'est ce que je dirais. Deuxième round, après l'avoir connecté, il soumet Oliveira. On Soumet pourra. ou peut-être Grand Pound, mais je crois qu'il va plus le soumettre. Ouais. Ouais, sur un Darius, au sol, je serais plus confiant sur une soumission que sur du grand and pound. Il a quand même, comme l'a souligné Brian,
Il a un jeu axé sur le contrôle, le passage, toujours du même côté. Ça, c'est un truc qu'on pourrait discuter. Il passe toujours vers sa droite. Euh, on sait qu'au sol, tout le monde a un domaine de prédilection pour passer les gardes. D'ailleurs, Brian, sur tes combats, je pense que c'est Thomas qui a analysé le sol et qui faisait souvent remarquer que tes adversaires avaient un côté favori. Je pense que stratégiquement, en termes de défense, ça peut être intéressant aussi à travailler. Euh, et maintenant, j'ai perdu le fil de mes idées. Et oui, donc, du coup, il est plus axé sur le contrôle, le passage de garde et garder les positions. C'est pas quelqu'un qui va vraiment nous lâcher des Derrick Lewis ou des Curtis Blades au sol avec du gros ground and pound. Son premier focus, c'est maintenir la position et le contrôle. Donc, ça ouvre moins de portes à du ground and pound très, très violent. D'ailleurs, on l'a vu contre Carlos Diego Ferreira, on t'en parlait, Brian, tout à l'heure. Il a bien sonné dans le premier round et il a galéré à le terminer. Il n'a même pas réussi à le terminer, alors que en ground and pound, il aurait pu. John, on en parlera peut-être à part, mais on pourra potentiellement faire une très courte vidéo vendredi si tu veux pour rajouter des points Ah, par top. rapport à la Top. Fight Week. Il faut juste que je vois, je suis chez RTL, mais j'aurai potentiellement quelque chose, un créneau fin de journée si j'arrive à squatter un bureau. Euh, pour moi, le pronostat, en fait, j'étais d'accord avec vous jusqu'à hier soir. Donc, quand je suis passé dans le RMC, j'étais aussi en mode ouais, Benil Dariush à la décision. J'ai pas trop de mal à voir ça. Et puis là, en revoyant les combats plus vieux de Benil Dariush, j'étais là vraiment, genre son pied-point, c'est bof. Et donc, je me suis dit, il s'est vachement amélioré. Et en fait, même en revoyant ses dernières sorties contre Mateusz Gamrot ou contre CDF, son pied-point s'est amélioré, mais pas au point d'être vraiment bon. Tu vois, il y a une certaine efficacité, mais il y a des grosses ouvertures. Et je pense que Charles Oliveira a une grosse carte à jouer debout. Le problème de Charles Oliveira, on en parle extrêmement souvent sur ce podcast, c'est que c'est un grappleur de base. Il a confiance en son jeu au sol, ce qui signifie qu'il accepte trop facilement les takedowns. Il décide en quelque sorte de ne pas mettre d'énergie dans la défense de lutte. Il préfère garder cette énergie pour travailler de son dos. Ici, ce serait une très grosse erreur. Et je pense que s'il arrive avec un mindset, je veux pas qu'il m'amène au sol pour garder debout et pour imposer mon agressivité debout, il y a vraiment une grosse carte à jouer. Donc moi, je me dirige sur un 55-45. Ça va vraiment se jouer sur ce côté approche de la lutte dans ce combat. Et j'espère quand même que... Alors, Charles Oliveira, c'est pas quelqu'un qu'on va venir vraiment avec des game plans. C'est quelqu'un qui essaye de dérouler son jeu. Si ça va, ça va. Si ça va pas, il perd. Ici, j'espère qu'il y a un petit changement quand même et que Cordero lui souligne quand même, ok, dans ce combat-ci, s'il engage la lutte, tu cherches d'abord à défendre. Mets un ratio énergie dans les défenses de lutte pour pouvoir rester debout. Et s'il arrive avec ce mindset-là, je ne veux pas me faire amener au sol. Je crois qu'on se rapproche même beaucoup plus d'un 50-50. Et d'ailleurs, si ça reste debout, je donnerais même un avantage à Charles Oliveira dans ce combat. Donc, le C'est la 60, question que je vais poser d'ailleurs. ouais, pour moi, le 60-40 ou le 65-35, il est clair et net. Je vous rejoins à 100%, mais ça dépend vraiment de si Benil Dariush arrive à imposer sa lutte, ou Charles Oliveira accepte d'être sur son dos. Dans ces deux cas de figure, je donne un large avantage à Benil Dariush. Si Dariush score un knockdown comme les 40 derniers adversaires de Charles Oliveira, évidemment, on se retrouve dans un 65-35 parce que, comme tu l'as très bien dit, Jonathan, contrairement à des Dustin Poirier, à des Chandler ou à des Justin Gaethje, Benil Dariush, s'il met un knockdown, il va pouvoir continuer à gagner le round au sol. C'était pas le cas de Justin ou de Dustin. C'était le cas de Chandler. Chandler avait pris le dos quand même à Charles Oliveira. Mais si on a un Charles Oliveira qui décide de rester debout, je pense qu'on se rapproche du 50-50. C'est d'ailleurs une question que Ouais. j'allais te poser. C'est exactement ça, en fait. Moi, ce que je voyais, c'était, je pense que dans tous les cas, Dariush va réussir à mettre Oliveira au sol. Mais est-ce que on le pense parce que, enfin, je me demande, est-ce que Oliveira va écouter cette stratégie? Est-ce qu'on va lui donner cette stratégie de ne va pas au sol? Parce que j'ai l'impression que c'est là où il y a le plus de risques et c'est plus le, entre guillemets, 50-50. Enfin, pour moi, c'est celui qui lead l'action qui va avoir l'avantage. Et donc, du coup, est-ce que son corner va lui dire, OK, je crois que c'est Diego, son main coach, va lui dire, écoute, voilà, reste debout. Parce que pour moi, clairement,
si Oliveira décide de rester debout, je te rejoins complètement. Je crois que c'est ça la stratégie, c'est rentre dedans et connecte-le parce qu'il y a des ouvertures. Mhm. Et on sait qu'il peut vraiment éteindre quelqu'un enfin, debout. Il l'a fait à des gens. Enfin, ce qu'il a fait à Geji et à Chandler, même entre eux deux, ils n'ont pas réussi à le faire de cette manière-là. Donc c'est ultra impressionnant. Ouais. Mais est-ce qu'il va recevoir ce conseil de son camp? C'est la question. Est-ce que tu donnerais ce conseil aussi? Moi, oui, je pense que tu lances très bien la fin du podcast sur les game plans. Je crois qu'en fait, au fil de la discussion, tout le monde a un peu compris où est-ce qu'on se positionnait sur les stratégies. Mais pour moi, ouais, la plus grosse carte à jouer du côté de Charles Oliveira, c'est debout. Et là où il y a le plus de risques pour Beneil Dariush, c'est debout. Donc pour moi, on n'est pas du tout sur une opposition de style, mais on est sur une opposition de stratégie. Je vais peut-être te laisser la parole, Brian, parce que je vais faire des oui, donc j'ai pas envie de te couper l'air sous le pied. Mais est-ce que tu es aussi un peu aligné sur sur ces stratégies-là? Ah ouais, ouais, je fais des oui parce que j'acquiesce ce que vous dites, hein. Je pense clairement que du côté de Cordero, ça doit mettre au sol pour Dariush et côté shoot et box, ça doit garder le combat debout. Et on sait très bien que c'est assez étonnant, mais c'est un peu pas les opposés, tu vois, mais Oliveira, donc shoot et box Oliveira, je pense, ils viennent rarement avec des bons game plans. Enfin voilà, hein, les chiffres et les résultats parlent aussi d'eux-mêmes, hein, sur les dernières années. En tout cas, si il fait cette adaptation, je te rejoins Chris 100%, Charles Oliveira, si on le voit qui refuse de faire mettre dos au sol, je pense que rien que sur les codes de Paris, en live, ça va complètement changer la donne. Et, euh, et là, on va avoir plein de profils Twitter avec des cheveux blonds qui vont réapparaître. Et, et chez Benil Darius, je pense pas qu'il ait suffisamment confiance dans son striking, bien qu'il soit chez Cordero, pour pouvoir tout miser dessus. Et, Mm. et voilà, et ça c'est dans l'histoire du combat, c'est pour ça que je reste sur un 65-35. Je pense que ça va être Dariush qui va imposer ça. Et puis il faut pas oublier qu'il y a Dariush, mais qu'on a aussi il a pas que lui, hein, derrière sur sa team. Il y a aussi un Ali Abdelaziz qui, pour moi, pour être un bon manager, faut être aussi un bon stratège, faut être aussi capable de bien analyser les adversaires et visualiser comment le combat pourrait tourner. Mhm. Et donc je pense que voilà, Ali, il lui dit aussi, écoute, ce gars-là, c'est simple, tu le connectes, tu le mets au sol, tu le contrôles, tu le frappes, je veux que tu me prennes ses runes et que tu gagnes ce combat, et après on s'occupe de la suite, tu vois. Donc, Mhm. donc je pense qu'il y a un plus gros pourcentage de voir un Dariush imposer son jeu. Ouais, d'autant plus que, attends, je vais juste venir là-dessus et puis je te relance, John. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, John en avait parlé, le clinch, hein, c'est vrai que Charles Oliveira a un clinch incroyable de Oui, style Muay Thai, tout à fait. chose que Beneil Dariush n'a pas. Mhm. Par contre, Beneil Dariush au clinch orienté lutte, il est incroyable, hein. J'ai Mhm. regardé son DVD sur le body lock. Ah, c'est quelque chose, hein. C'est vraiment quelque chose. Il s'inspire de la lutte gréco-romaine, il s'inspire du sambo, il s'inspire même des techniques de crochetage de jiu-jitsu. Franchement, tu, tu le vois en combat, son clinch orienté lutte à la cage, etc. C'est du très lourd. Mhm. Donc je pense que Darius, et ça va être intéressant. Le clinch va être intéressant parce que je pense que le jeu au corps à corps de Charles Oliveira est très difficile à gérer, mais je pense que Darius peut trouver des systèmes pour vraiment calibrer l'agressivité au clinch et même obtenir son body lock pour travailler ses amenés au Mhm. sol à partir Mhm. de là. John, qu'est-ce que tu voulais rajouter? Ouais, bah, quelques petits trucs. C'est je- la seule raison pour laquelle je pense que tous les trois, je sais pas, faut me confirmer, on penche un peu plus pour Dariush et qu'on aimerait vraiment bien voir un combat Makhachev contre Dariush. Et Ouais. justement, c'est ça dont je voulais parler, c'est toutes les techniques qu'il évoque euh, dans le DVD. Il y a plein de gens qui en parlent et que ce serait très intéressant de voir ça contre Makhachev. Mais maintenant, euh, est-ce qu'il va réussir à mettre ça en place contre Oliveira, vu que c'est un autre style, en fait? C'était ça. Moi, mais ouais, je rejoins Brian, hein. Je pense que sa stratégie, ça doit être les mises au sol. Benil Dariush, on le voit de temps en temps shooter de loin. Je pense que s'il shoot de loin contre Charles Oliveira, il y a un gros risque de guillotine. On l'avait vu contre Carlos Diego Ferreira. Il se fait prendre en guillotine. C'est juste que
il recalibre très bien. Je pense qu'ici, Dariush doit mettre la pression pour venir casser la distance au corps à corps d'abord, et puis shooter dans les jambes s'il le sent, mais je crois qu'il sera capable de l'amener au sol juste avec un body lock au haut du corps et plutôt des crochetages de jambes. Et dans la chaîne de lutte, plutôt aller chercher le high crotch si ça s'avère nécessaire, high crotch plus crochetage, un peu à la Khabib ou à la Ousmane. Euh, ouais, ça peut être fait. Je propose que, vu le temps qu'on a pris, qu'on passe maintenant à nos pronostics officiels et à nos préférences. Je vais pour une fois ouvrir le bal parce que je vous lance à chaque fois et puis je donne mon avis après en disant je suis d'accord, monsieur le Yes Man. Moi, de mon côté, le pronostic, je suis contraint de rester sur celui que j'ai donné sur RMC, sinon on va dire que je suis bipolaire ou schizophrène. Donc Benil Dariush à la décision, même si j'émets beaucoup plus de doutes que quand je l'ai dit hier sur RMC. En termes de préférence, très difficile pour moi de le dire parce que je suis un grand fan des deux athlètes, mais pour la variété, autant j'aimerais que Charles Oliveira ait une seconde chance contre Makhachev pour prouver que c'était potentiellement une contre-performance, même si pour moi c'était plutôt une énorme performance de Makhachev plus qu'autre chose. J'ai déjà été teasé parce que Dariush contre Makhachev avait été annoncé. C'est un combat que je veux absolument voir. Le underhook de Dariush contre le overhook de Makhachev, je veux voir ce que ça donne dans un combat. Donc j'ai une légère préférence quand même pour une victoire de Dariush avec un title shot à la clé. Brian, à ton tour. Moi, je reste sur mon prono. Je vois Dariush l'emporter à la décision. Mes préférences, je préférais voir Charles Oliveira l'emporter. Comme d'habitude, j'aimerais bien le voir pouvoir se faire les adaptations, repartir sur un run. J'aimerais voir le combat que j'ai pas vu contre Makhachev, tu vois. Je suis moins intéressé par Benil Dariush. Je pense que Makhachev lui est supérieur. Et je serais plus intéressé par cette violence qu'apporte Charles Oliveira sur un combat retour. Enfin voilà, j'aimerais, tu vois, un truc un peu plus hype, genre le mec, il a trouvé les solutions, Benil Dariush, il le met KO par exemple, hein, et puis il revient dedans et ça hype tout le monde et voilà quoi. Moi, ça serait mon truc de fan, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Oui, et puis Makhachev et puis on a Oliveira contre Volkanovski. Ouais, La voilà, fleur. tu vois, soyons fous, tu me demandais ce que j'aimerais voir, soyons fous, voilà, ce genre de truc. John? Bah, ce combat, c'est vraiment pour moi le plus compliqué de tous les combats, je pense. C'est horrible parce que d'un côté, j'aimerais voir Makhachev contre... Je t'étonnais, Brian, je pensais que tu voulais aussi voir ce combat. Mais je voudrais bien voir le combat Makhachev contre Dariush. Pour les mêmes raisons que Chris, je crois qu'en termes de style, je crois qu'il peut apporter quelque chose qui peut être compliqué contre Makhachev. Et Makhachev le disait aussi, il pense que c'était le combat le plus difficile qu'il aurait dans cette division. Mais je suis d'accord que la violence qu'apporte Oliveira, moi je suis fan, j'enlève pas mes cheveux blonds, là je les ai juste pas mis aujourd'hui, mais franchement j'adore Oliveira, ce T'as gars plutôt m'a les cheveux de vraiment... Dariush, hein, toi? Ouais, C'est grisonnant. le style papa, ouais, le style papa. Donc du coup, moi je suis vraiment, vraiment fan de Oliveira. Ce gars m'a transmis des émotions que je sais même pas, je me rappelle pas que quelqu'un ait délivré autant d'émotions de cette manière-là. Et à travers tout, même les pesées m'ont fait vibrer, même la photo avec sa team, voir enfin son histoire, tout. Vraiment, ce gars a quelque chose que je serais trop triste parce que ça le mettrait dans une situation où il aurait 2 défaites d'affilée. Et le combat suivant, normalement, ce serait alors Makhachev contre Dariush, et il aurait perdu contre les deux, donc ce serait compliqué de le faire revenir encore après ça. Donc, ouais, et je trouverais ça injuste que Dariush n'ait pas... Ouais, non, c'est horrible. Ce combat est tellement horrible. Je me prononce Ouais. pas, franchement, je me prononce pas, mais voilà, je voulais juste dire ça, c'est que je suis vraiment fan des deux et que le meilleur gagne. Ce que j'aimerais, voilà, si je pouvais choisir une chose, c'est que ce soit une grosse guerre, vraiment un truc où
tout le monde est content, un peu comme Khamzat contre Burns, et comme ça, on n'en sort aucun des deux pour le title shot. Il y en a un qui le mérite, mais on se dit, bon, ça s'est joué à peu de choses, peut-être même presque un vol, etc. Et comme ça, on se dit, ok, c'est bon, l'autre peut revenir. Voilà, c'est ça que j'aimerais. Une égalité, en fait, sinon. Ouais, voilà, non, parce que si c'est bon, ça dépend quel genre d'égalité. Parce que si on va avoir un truc comme Blakovic, ouais, là, je suis. Non, Non, bah, t'as des égalités qui ont fait des beaux combats. Darren Till contre Niklas Dalby. Ouais, voilà. il y a pas Mais je mal voudrais d'exemples. pas un Ankalaev, Blakovic, où tu sais pas quoi faire avec les deux Ouais, gars c'est et au clair. final, on les sort tous les deux. Voilà. Non, vraiment, ça, ce serait bien. Mais le problème, c'est que même dans ce cas-là, je suis triste parce que ça veut dire que s'ils font une grosse guerre, peut-être qu'ils seront pas prêts pour le mois d'octobre à Abu Dhabi. Donc, Bah, en soi, c'est pas grave parce que dans ce cas-là, si Volkanovski bat Yair Rodriguez, je pense qu'on peut aussi non, il va pas espérer. battre Yair. Non, je rigole. On peut espérer avoir un petit 2 entre Makhachev et Volkanovski, et ça, je pense que tous les fans aimeraient Ouais, c'est vrai. l'avoir à un moment donné ici. Mais Mais moi, il y a trop de personnellement, combats j'aimerais. pour moi. Il y a moyen qu'il y ait Connor qui, si Connor gagne, il passera probablement devant Charles et l'autre si jamais il y a cette guerre. Il y a encore le combat pour le BMF. Donc, Ouais, mais là, je crois qu'il y a. ils vont pas sortir indemnes de ce combat. Il faut Ouais, trouver un adversaire pour octobre pour Makhachev. Donc celui qui a le plus de chance, c'est le vainqueur de ce combat-ci, C'est puisque c'est clair. aussi le plus tôt. Bon, tous ont un facteur clé, guerre potentielle. En tout cas, Chandler et Connor, c'est impossible, puisque eux, c'est probablement décembre et c'est pas encore prévu. Bah écoutez les gars, un tout grand merci. On a fait le d'accord. tour de la question. Brian, merci. John, merci. Tous les auditeurs, merci. N'oubliez pas, comme j'oublie à chaque fois de le dire, likez, commentez, abonnez-vous. C'était John, Brian, Chris, JBC. Il n'y a pas de truc de drôle à faire avec ça. On fera une fois un épisode avec John, Brian et Aldric, comme ça fera Jab. Et moi, je serai content de prendre mon repos. Bonne journée à tous. On se retrouve samedi pour les combats et on se retrouve dimanche pour les débriefs. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.